Bonjour! Commençons maintenant par le chapitre 3, vibration des molécules diatomiques, spectre de vibration pure. Donc on va considérer, comme dans le chapitre précédent, on va considérer les molécules, le cas le plus simple, ce sont les molécules diatomiques. Mais maintenant on va étudier la vibration de ces molécules. Alors, on va poser les questions suivantes et ceci va être le plan de ce chapitre. Comment peut-on observer le mouvement de vibration moléculaire? Donc, comment on peut voir qu'il y a une vibration à partir du spectre? Est-ce que l'application de la mécanique classique renseigne sur les lois qui gouvernent ce mouvement? C'est-à-dire dans la question suivante, on va chercher les lois de la physique qui gouvernent le mouvement de vibration. Est-ce que la mécanique classique est suffisante elle seule pour expliquer le spectre de vibration moléculaire, ou bien il est important d'introduire la mécanique quantique comme dans le chapitre précédent, comme dans le cas de la rotation moléculaire? Et si oui, quelles en sont les conséquences sur l'interprétation des observations? Donc voici un plan un peu global de ce chapitre. Maintenant, si on regarde la vibration des molécules, en fait, est remarquable dans le domaine des longueurs d'onde comprises entre 2 et 100 microns, donc dans des régions du proche infrarouge 0,8 à 5 microns, du moyen infrarouge 5 à 20 microns et dans l'infrarouge lointain. Ou bien on peut résumer que la vibration moléculaire se passe dans le domaine de 1000 à 12 000 cm-1, alors que la rotation est active dans le domaine compris entre 0 et 500 cm-1. Donc voici le domaine d'observation de la vibration. C'est là. Dans le chapitre précédent, on a étudié la rotation moléculaire qui est active dans le domaine des micro-ondes. Maintenant, on va passer au domaine de l'infrarouge. Alors, dans les résultats expérimentaux, il se peut qu'on observe une bande large qui caractérise la vibration moléculaire. En fait, ceci est lié à l'appareil. Si cet appareil a une grande résolution ou bien une faible résolution. Donc, tout dépend de l'appareil qu'on a entre les mains. On va étudier plus tard à quoi ressemble le spectre de vibration moléculaire. Voilà, donc ici, on peut voir que le spectre de vibration moléculaire, ici par exemple, contient plusieurs raies. On va donner des indices à chaque raie. La première raie, bien le premier pic, est caractérisé par un K, un indice K est égal à 1. Le deuxième pic correspond à K est égal à 2. Le troisième pic correspond à K est égal à 3. Le quatrième est là et le cinquième est là. Donc, d'abord, on peut faire la remarque suivante. Le premier pic, c'est le pic le plus intense. Et puis l'intensité diminue peut-être de façon exponentielle avec nu bar ou bien avec l'énergie. Donc ici, on a dessiné Y en fonction de X. Y désigne l'intensité alors que l'axe des X représente nu bar ou bien le nombre d'ondes en centimètres-1. Donc, on peut aussi dire que l'intensité diminue de façon linéaire à l'échelle logarithmique. On va voir
que c'est en fait le cas. Donc, nu bar peut être écrit ou bien peut être fité avec l'expression suivante. Nu bar est égal à B, K, moins C, K à la puissance 2, où B et C sont deux constantes. K, c'est ici l'indice. Donc pour HCl par exemple, on mesure B est égal à 2937,30 cm-1 et C est égal à 51,60 cm-1. Donc d'où vient cette expression? Cette expression vient du fitting qu'on a fait avec un spectre obtenu expérimentalement. Donc si on utilise cette expression, on va tomber à un spectre qui ressemble à ce résultat expérimental. Alors, si on va prendre maintenant des valeurs bien précises, on peut attribuer le K est égal à 1 donc au premier pic qui est observé à cette valeur de nu bar. Par exemple, à la valeur de nu bar qui correspond à 2885,9 cm-1. Maintenant, le deuxième pic correspond à 5668,9 cm-1. Troisième ré correspond à cette énergie en cm-1, etc. Maintenant, si on mesure le delta en cm-1, donc c'est delta nu bar, en cm-1, ça va nous donner les valeurs suivantes. Donc, la première valeur est obtenue en faisant 2885,9 moins 0. Voilà ce nombre-là. Et puis, le deuxième delta nu bar est obtenu en faisant la différence entre 5668,9 moins 2885,9. On va obtenir cette valeur. Si on continue avec les autres valeurs de K, on va remarquer que delta nu bar diminue avec K, alors que delta de delta nu bar va être une valeur proche d'une constante. Ici, donc delta de delta nu bar, c'est en fait 2782 moins 2885,9. Donc c'est moins 103,7. La deuxième valeur, c'est moins 103,2. La valeur prochaine, c'est moins 102,8, moins 102,6. Donc, il paraît que la valeur de delta nu bar est une constante et c'est à vérifier plus tard. Alors, donc ça, ce sont les résultats expérimentaux. Donc je reprends. D'après le spectre, on voit que le premier pic est le pic le plus intense, c'est le pic le plus important. Tous les autres pics possèdent une intensité faible. C'est pour cela que dans le chapitre suivant, on va le premier pic, c'est le pic qui est en fait le plus important et parfois on néglige les autres pics. Ou bien les autres pics vont être non remarquables dans le bruit de fond. Donc peut-être parfois on laisse tomber les pics qui correspondent à K plus grand que 1. Alors, la vibration moléculaire ressemble à quoi? En fait, on parle d'un système de deux atomes. Le premier atome a une masse M1, le deuxième atome a une masse M2. La liaison entre les deux atomes est assimilée à un ressort possédant une raideur K. En fait, ça c'est la liaison. On peut voir que les deux masses sont situées à des distances respectives R1 et R2 de leur centre de gravité. Et les deux masses peuvent osciller autour de la position d'équilibre qui est là. Donc là, c'est la position d'équilibre ou bien c'est là où le centre de gravité est.
Alors, si on écrit maintenant la loi fondamentale de la dynamique, ou bien la deuxième loi de Newton sur la masse M1 et M2, alors, sur la masse M1, on écrit F est égal à M1. La seule force agissante sur M1, c'est la force élastique, moins Kx, ou bien moins Kr moins R0, où R0 et c'est R à l'équilibre, est égal à M fois A, donc c'est M1 fois D2R1 sur dt carré. Les indices 1, ici pour M1 et R1, désignent qu'on étudie la masse M1. On peut écrire similairement la deuxième loi de Newton sur la masse M2. Et aussi, on peut écrire la même loi fondamentale de la dynamique sur la masse réduite, c'est-à-dire si on réduit le système des deux masses à une seule masse qui est la masse réduite, qui tourne autour de l'axe de rotation, on va obtenir exactement la même écriture, mais en remplaçant M1 ou bien M2 par la masse réduite mu, qui n'est autre que M1, M2 sur M1 plus M2 des deux R moins RE sur dt carré est égal à moins KR moins R à l'équilibre. On peut en fait démontrer cette relation-là, mais elle est vraie par notre intuition physique. Mais si on va essayer d'écrire, de trouver cette expression, il suffit de remplacer R1 par M2 sur M1 plus M2R et R2 par M1 sur M1 plus M2 fois R. D'où est-ce qu'on a trouvé ces deux relations? On a trouvé ces deux relations comme on l'a déjà fait dans le chapitre précédent pour la rotation moléculaire. Donc, bref, on peut directement utiliser cette écriture, qui est la deuxième loi de Newton, sur la masse réduite. Alors, maintenant, si on va trouver la solution de cette équation, en fait, c'est une équation différentielle de second ordre. Donc, on peut poser que x est égal à R moins RE, et on peut voir que cette écriture n'est autre que x seconde, donc ça c'est d2 x sur dt carré est égal à moins k sur mu x, ou bien où oméga au carré est égal à k sur mu. La solution d'une telle équation est donnée par une fonction sinusoïdale de la forme x est égal à x0 sinus de pi nu t plus phi. Où la oméga, c'est la pulsation de l'onde et c'est égal à 2pi fois nu. Et la fréquence d'oscillation est donnée par nu est égale à 1 sur 2pi radical de k sur mu. On peut clairement voir que la fréquence ici ne dépend que des caractéristiques du système k et mu. Ok, donc nous savons que, mathématiquement parlant, que la solution d'une telle équation, c'est vraiment une solution sinusoïdale. Donc, il s'agit bien d'un oscillateur harmonique. Donc, on peut traiter le cas de la vibration moléculaire par le cas de l'oscillateur harmonique. Jusqu'à maintenant, on a traité le système de façon classique. Donc, dans un tel mouvement, il y a continuellement transformation de l'énergie potentielle en énergie cinétique. On peut donc caractériser l'énergie du système par son énergie potentielle V. Donc, F est égal à moins dV sur dx. Pourquoi? En fait, la force élastique dérive d'un potentiel, bien dérive de l'énergie potentielle.
Et la force n'est autre que moins kx ou bien moins kr moins re. On peut donc trouver c'est quoi V, c'est l'énergie potentielle, en intégrant, donc en faisant V égale à l'intégrale entre RE et R de KR moins RE de R, et on obtient que l'énergie potentielle, qu'on connaît tous déjà, c'est V est égal à 1 demi, ou bien l'énergie potentielle EPP est égale à 1 demi K x au carré, où x est égal à R moins RE. Maintenant, si on remplace K par sa valeur, donc c'était quoi K K est donné par cette expression-là. Maintenant, si on met K en fonction de nu et mu, on retrouve donc, si on met K à partir de l'expression précédente, on va retrouver que V, l'énergie potentielle, est égale à 2 pi au carré, nu au carré, mu R moins RE au carré. Donc ça ressemble à quoi? Cette énergie potentielle, et c'est bien l'équation d'une parabole ayant un minimum correspondant à R est égal RE, et ce minimum est nul. Ok, donc ça c'est l'énergie d'un oscillateur harmonique. L'énergie potentielle correspond bien à une parabole où le minimum est obtenu pour R est égal à RE. Et dans ce cas-là, V au minimum est égal à 0. Et on peut voir que ici l'énergie potentielle est continue parce que on traite le système de façon classique. Toutes les valeurs de nu, toutes les valeurs de mu ou bien R sont permises. Donc V apparemment jusqu'à maintenant est continue. Donc l'énergie potentielle est continue et l'énergie cinétique l'est aussi. Si on essaie maintenant de tracer l'énergie potentielle, donc comme j'ai dit, c'est une parabole passant par un minimum qui correspond à R est égal à RE. Donc on parle d'un oscillateur harmonique. Donc il y a un mouvement d'oscillation autour de la position d'équilibre RE entre la valeur minimum R minimum et la valeur maximum R maximum. Donc voilà, l'oscillation se fait de moins R min à plus R max, passant par R à l'équilibre. Maintenant, que se passe-t-il aux extrémums? Si R est égal à R minimum, ici, la vitesse est égale à 0. Aux extrémums, la vitesse est égale à 0 et par suite, l'énergie totale n'est autre que l'énergie potentielle élastique. Donc voici l'énergie potentielle élastique et c'est ça l'énergie totale. Maintenant, si R n'est pas un extrémum, c'est-à-dire si on prend cette valeur particulière de R, en vert on voit l'énergie potentielle. Comment on trouve l'énergie cinétique? C'est juste en faire la soustraction entre l'énergie totale et l'énergie potentielle. Donc l'énergie cinétique représente cette partie qui est en violet. Alors la partie en vert, c'est l'énergie potentielle élastique. Ce qui reste pour arriver à l'énergie totale représente l'énergie cinétique. Maintenant, est-ce que le traitement classique est suffisant pour expliquer le spectre de vibrations moléculaires? En fait, en théorie classique ou bien en mécanique classique, toutes les élongations sont possibles ainsi que toutes les valeurs de l'énergie. Donc l'énergie cinétique peut prendre toutes les valeurs, l'énergie potentielle peut aussi prendre toutes les valeurs. Et donc l'absorption ou l'émission de l'énergie par une molécule en vibration devrait être un phénomène continu, normalement. Mais ce n'est pas le cas. En fait, l'absorption et l'émission de l'énergie par une molécule n'est pas en fait un phénomène qui est continu. Si on revient au spectre de vibration, on voit qu'il y a absorption ou bien émission
de la molécule pour des valeurs bien discrètes, pour des valeurs d'énergie bien déterminées. Ce n'est pas un spectre continu. Donc, apparemment, le traitement classique échoue à expliquer le spectre de vibration. Donc, il faut passer à la mécanique quantique. La mécanique quantique, avec l'équation de Schrödinger qui dit que H psi est égal à E psi, donc on peut écrire H est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, les résultats de la mécanique quantique sont les suivants. On ne va pas entrer dans les détails de la mécanique quantique, mais ce qu'on sait, c'est que les solutions de l'énergie sont En, indice N est égal à H nu N plus 1 demi avec N, un entier, qui peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, ce sont des valeurs entières allant de 0. Et avec nu, c'est quoi nu? C'est 1 sur 2 pi radical de k sur mu. Alors, cette valeur de nu, elle est identique à celle qu'on a trouvée dans le traitement classique. Donc voilà, ce qui est important, c'est que on peut trouver l'énergie de vibration est égale à H nu N plus 1 demi. Donc l'énergie de vibration peut prendre certaines valeurs bien déterminées. Pour N est égal à 0, donc c'est H nu sur 2. Pour N est égal à 1, on va obtenir N égale à 3 demi H nu. Donc l'énergie est bien quantifiée. Et cette énergie dépend de nu. Donc, si on essaie de tracer l'énergie, donc la courbe de potentiel de l'oscillateur harmonique qui montre les niveaux d'énergie prévus par la mécanique quantique, donc c'est toujours une parabole. Mais maintenant, donc c'est toujours une parabole passant par un minimum pour R est égal à RE. L'oscillation se fait entre R minimum et R maximum. Le premier niveau d'énergie, donc comme on a dit, correspond à E est égal à H nu sur 2. Le deuxième, bon ça c'est l'état fondamental. C'est le niveau fondamental. Maintenant, le premier état excité, donc E correspond à maintenant N est égal à 1. Voilà, bon, ici c'est ça c'est N, ce sont les c'est pas en fait nu. Nu est écrit comme ça, de cette façon-là. Là, c'est V ou bien N pour les niveaux de vibration. Donc, V, c'est pour des niveaux de vibration. Le premier niveau de vibration, c'est le niveau fondamental qui correspond à V est égal à 0, ou bien N est égal à 0. Le premier niveau excité correspond à N est égal à 1. Donc, on obtient que E de 1 est égal à 3 demi H nu. Le deuxième niveau excité correspond à 5 demi H nu, etc. Bon, on ne va pas entrer dans les détails de la mécanique quantique, mais ici, on voit bien que le traitement quantique montre que l'énergie de vibration n'est jamais nulle, parce que pour le niveau fondamental où N ou bien V est égal à 0, on remarque que E est différent de 0, l'énergie est égale à H nu sur 2. Donc la probabilité aussi de trouver la particule au-delà des points de rebroussement classique n'est pas nulle. Lorsque N est très grand, les oscillations de la probabilité de présence ne sont plus périodiques, elles se resserrent en allant des points de rebroussement vers le point d'abscisse RE. Maintenant, si on cherche les niveaux d'énergie de la molécule en vibration, ou bien les niveaux d'énergie de vibration, les niveaux d'énergie en joules, donc En est égal à H nu N plus 1 demi. Maintenant, si on va trouver le terme spectral G de N, terme vibrationnel, si on cherche le terme vibrationnel, il faut diviser par HC.
Donc, on retrouve G de n est égal à nu sur C n plus 1 demi. Donc, G de n est obtenu par divisant En par HC. Donc, H nu n plus 1 demi divisé par HC, ça donne G de n est égal à nu sur C n plus 1 demi. Maintenant, on va nommer le nu sur C. On va le prendre comme oméga E. Ça, c'est le nombre d'ondes vibrationnelles. Donc, à mémoriser ce terme-là. Oméga E, c'est le nombre d'ondes vibrationnelles. Il est égal à nu sur C, ou bien ce n'est autre que nu bar. En fait, le G de n ici est semblable, bien, il ressemble à F de J dans la rotation. Donc, dans la rotation moléculaire, on a pris le terme spectral, c'est F de J est égal à BJJ plus 1. Dans le cas de la rotation, maintenant dans le cas de la vibration, on parle de G de n, qui est le terme vibrationnel. Il est exprimé là en centimètres moins 1. Maintenant, si on étudie plus en détail la vibration moléculaire, on peut voir que les règles de sélection qui sont aussi données par la mécanique quantique, donc les règles de sélection sont delta n est égal à plus ou moins 1, c'est-à-dire que la vibration se fait d'un niveau au niveau qui est juste supérieur ou bien juste inférieur. C'est égal pas à pas ou bien niveau par niveau. La molécule ne peut pas passer deux niveaux d'un seul coup. Il faut passer d'un niveau au niveau qui est suivant ou bien au niveau qui est juste en bas. Donc les transitions énergétiques observées sont delta E de n est égal à E n plus 1 moins E de n. Donc ici on a traité le cas de l'absorption. On est passé d'un niveau n à un niveau n plus 1. Dans ce cas-là, delta E de n est égal à h nu n plus 1 demi, n plus 1 plus 1 demi moins n plus 1 demi. Et pourquoi on a écrit ça? Parce que E de n est égal à h nu n plus 1 demi. Maintenant, pour trouver E de n plus 1, il suffit de remplacer n par n plus 1. Et donc, on retrouve que delta E de n est égal à juste h nu. Parce que là, il y a n plus 1 demi moins n moins 1 demi. Donc, il reste seulement delta E de n est égal à h nu. Est-ce que ce résultat est logique? Est-ce que ce résultat théorique est cohérent avec les résultats expérimentaux qu'on obtient dans le spectre? Voyons. Donc, delta E de n, et en fait, c'est l'espacement entre deux niveaux d'énergie. Et c'est égal à une constante. Donc, on peut voir que si on traite le cas de l'oscillateur harmonique, on tombe toujours sur l'espacement entre deux niveaux d'énergie qui est une constante. Donc, on va obtenir dans ce cas-là une seule valeur de nu bar. Donc, on obtient apparemment dans ce cas-là, dans le cas de l'oscillateur harmonique, juste un seul pic. N'importe que ce soit les niveaux de vibration. Donc, est-ce que l'énergie du photon absorbé peut prendre différentes valeurs? Non, l'énergie du photon absorbé peut juste prendre une seule valeur. Donc, on va obtenir une seule raie ou bien un seul pic dans le spectre de vibration. Est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas le cas. Parce que si on revient au spectre initial, on voit qu'il y a plusieurs pics. C'est vrai que le premier pic est le pic le plus intense, mais il y a aussi des autres pics. Il y a le pic au deuxième pic, troisième pic, quatrième pic, cinquième pic. Ici, chaque pic correspond à une transition, à une transition, c'est-à-dire à un nu bar, à delta E.
Donc ici, dans le spectre, on voit qu'il y a plusieurs nœuds bars, c'est-à-dire il y a plusieurs delta E de n. Il y a plusieurs nœuds bars, ou bien il y a plusieurs delta En. Alors que ce qu'on vient de voir théoriquement correspond à une seule valeur de delta E de n. Donc ce n'est pas possible. Il y a un défaut dans l'approximation qu'on a prise et il faut ajouter un terme correctif parce que ça ne représente pas le spectre. Cette approximation ne peut pas expliquer ce qui se passe ou bien ne peut pas expliquer les résultats expérimentaux obtenus dans le spectre de vibration. Pourquoi? Parce que l'approximation de l'oscillateur harmonique nous donne juste un seul pic, une seule valeur de nu bar, alors que les résultats expérimentaux montrent qu'il y a plusieurs valeurs de nu bar. Donc on a vraiment besoin de corriger cette approximation. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, l'énergie correspondant au passage de n est égal à 0 à n est égal à 1, donc en absorption, nu bar est égal à nu sur c est égal à oméga E. Dans le cas de l'oscillateur harmonique où les espacements des niveaux sont tous les mêmes, toutes les transitions obéissent à cette règle de sélection, sont en coïncidence avec un nombre d'ondes oméga E, c'est-à-dire dans l'approximation de l'oscillateur harmonique, on retrouve juste une seule valeur de nu bar, ce qui n'est pas le cas parce que, en fait, logiquement parlant, il y a delta E ici. Si on passe de n est égal à 0 à n est égal à 1, on doit obtenir un premier pic. Maintenant, si on passe de n est égal à 1 à n est égal à 2, logiquement, on doit obtenir un deuxième pic, mais ce n'est pas le cas. Donc, il faut voir comment faire une correction. Maintenant, un deuxième défaut de l'oscillateur harmonique, c'est que si x tend vers l'infini, si x représente la distance entre les deux atomes, c'est R moins R, E. Si x tend vers l'infini, c'est-à-dire si on a un allongement, que devient V? Est-ce que V tend vers l'infini aussi? V est égal à 1 demi kx au carré, l'énergie potentielle. Si x tend vers l'infini, dans l'approximation de l'oscillateur harmonique, V tend vers l'infini. En fait, si x tend vers l'infini, c'est-à-dire que les deux atomes s'éloignent trop l'un de l'autre. C'est-à-dire, il y a une certaine répulsion. Les deux atomes ne sont plus attirés l'un à l'autre. En fait, ce n'est pas le cas. Donc, le potentiel V est égal à 1 demi kx au carré ne peut pas représenter notre cas. Parce qu'une liaison chimique ne peut pas s'allonger indéfiniment sans que la molécule soit dissociée. Si x tend vers l'infini, c'est-à-dire si les deux atomes s'éloignent l'un de l'autre, la molécule, les deux atomes ne restent pas attirés l'un à l'autre. Donc la molécule sera dissociée. Donc le potentiel qu'on a ne peut pas expliquer notre cas. Il néglige la répulsion qui s'exerce entre deux atomes lorsque leur distance diminue aussi. Parce que maintenant, si aussi la distance diminue, c'est-à-dire si il y a attraction entre les deux atomes, si les deux atomes maintenant s'approchent trop l'un de l'autre, il doit y avoir une certaine répulsion. Cette répulsion n'est pas exprimée dans le potentiel V est égal à 1 demi kx au carré. Cette répulsion est souvent exprimée par un terme en R à la puissance 6, ce qui n'est pas notre cas. Donc, pour résumer, le deuxième défaut de l'oscillateur harmonique, c'est que l'oscillateur harmonique échoue à expliquer ce qui se passe si x tend vers l'infini ou bien si x tend vers
0. Donc, l'oscillateur harmonique échoue, l'approximation de l'oscillateur harmonique échoue à expliquer ce qui se passe si les deux atomes s'éloignent trop l'un de l'autre ou bien s'approchent trop l'un de l'autre. Donc, il faut passer à une deuxième approximation qui n'est autre que l'oscillateur anharmonique.